important donc de cette chaîne YouTube. Nous sommes arrivés à 350 abonnés. Bon, d'accord, je sais. Bon, d'accord, je sais, ce n'est peut-être pas un chiffre totalement impressionnant, mais ça reste quand même un chiffre relativement considérable pour un concept qui n'est pas vraiment très en vogue dans un pays, dans une communauté francophone. Bon, pour tout vous dire même, je ne pensais pas que ça allait réussir. Au début, je pensais vouloir faire tout cela par pur plaisir. Mais bon, et je le fais toujours par pur plaisir, mais je veux dire par là que forcément ça n'allait pas m'amener, disons, bien loin. Mais finalement, je trouve que les avancements que tout cela m'a amené, au final, sont plutôt, je dirais pas considérable, mais plutôt remarquable. Enfin, pour moi. Bref, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que cette vidéo, donc maintenant, on va aborder sur un petit concept un peu différent, tous les chapitres, les trois chapitres, donc One Piece, Fairy Tail et Naruto. Sur cette même vidéo, évidemment, ce ne sera que pour cette fois-ci, c'est juste histoire de faire un petit truc un peu plus longuet. Maintenant, vous vous dites, mais putain, pourquoi est-ce que tu as besoin d'expliquer, on va bien le comprendre. Oui, mais c'est plutôt pour faire une sorte d'introduction, parce que là, j'ai pas de mots. Bref. Bon. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par One Piece, qui est évidemment une sorte, je dirais pour l'instant, le chapitre qui essaie de se démarquer un peu plus des autres. Alors que par exemple dans Naruto, on est en plein dans la guerre, dans Fairy Tail, on est en plein dans des histoires un peu plus classiques. One Piece, lui, suit un peu la trame principale. Enfin, je veux dire, ce développement qui est bien propre à One Piece, c'est-à-dire qu'on découvre un monde, on découvre des persos plus ou moins importants, il y a des événements rigolos, puis après on découvre les petits secrets que cache cet endroit, puis après, malgré eux, l'équipe des Mugiwara se charge de faire le héros. Et cela en contradiction totale avec ce que disait Luffy sur l'île des hommes poissons. D'ailleurs, ce que je trouve d'ailleurs assez étrange, surtout vis-à-vis de ce chapitre-ci. Donc en gros, ce qu'on nous montre ici, c'est déjà un peu la résolution de Bellamy. Au passage, je pensais qu'il allait hésité quant à l'assassinat de Luffy, mais finalement non. Le mec, franchement, est resté sur ses positions et je trouve ça remarquable, alors que j'avais clairement dit que Bellamy ne faisait totalement pas le poids. Franchement, je limite si le fil a juste besoin d'utiliser son acquis des rois pour que Bellamy se mette à genoux en position fétale. Enfin, se mette par terre en position fétale. Bon, alors, et juste avant que ça arrive, on a un membre de l'armée, enfin, de l'armée de Diamante, enfin, de la famille de Flamingo, Don Quixote, pardon, qui est d'ailleurs un personnage plutôt étrange, qui a un look plutôt étrange, j'ai oublié comment il s'appelle, Terringer, je pense. Il a un look plutôt étrange, enfin, plutôt androgyne. Au départ, je me disais, ah, bah, c'est un garçon qui est en short. Bon, d'accord. Puis je descends un peu plus vers le bas et qu'est-ce que je vois? Il porte des talons. Bon, alors vous allez me dire, ok, bah alors c'est une fille. Mais bon, dans One Piece, parfois, vous avez des apparences bien trompeuses. De la même manière que Koala, vous savez, sur le flashback de Fisher Tiger, à un moment donné, je me suis dit que Koala, c'était un garçon et une fille, puis après, je me suis dit, ah non, ça ressemble, c'est peut-être un garçon, ah mais au final, non, c'est une fille. Bon, ça y est, il y a une sorte d'hésitation comme ça. Donc là, je vais pas vraiment me prononcer, mais évidemment, Oda a des looks de persos qui sont parfois vraiment trompeurs. Donc, ce mec a été envoyé apparemment pour finir le film là où Bellamy aura certainement foiré, et je trouve ça intelligent de la part de Flamingo de dire Bellamy fait pas le poids, et voilà quoi. C'est limite pour se débarrasser de lui, j'ai l'impression qu'il a fait ça. Enfin, soit, bon, je sais pas encore ce qui va se produire, parce que visiblement Luffy, il n'arrive pas à sentir la présence de Bellamy, enfin, quand t'as des intentions de tuer quelque part, je veux dire, si Luffy s'était bien entraîné avec son acquis de la perception, enfin de l'observation, il aurait peut-être pu le sentir. Bon, alors peut-être visiblement que ça ne va pas jusqu'à ça ne va pas jusqu'à ce point-là encore de sa perception, mais bon, c'est encore un point qu'on peut noter. Dans tous les cas, après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit passage avec Doflamingo et Law, un passage qui était très important pour moi, et ici, on a eu finalement le bout de ce passage-là, c'est-à-dire que la raison pour laquelle, apparemment, Law fait autant confiance à Luffy, alors qu'au départ, je pensais vraiment que c'était une question de genre, oui, bah, ça c'est le fils de dragon, c'est le mec qui a participé à la guerre, c'est le demi-frère de Ace, enfin, demi-frère, ouais, on va dire le frère de Ace, voilà, je veux dire, ce mec, c'est lui qui a buté Ennis Lobby. À un moment donné, tu peux te dire, oui, bah, c'est un grand pirate, on lui fait confiance, il va forcément réussir. Eh ben non, en fait, il y avait une autre raison derrière ça. Apparemment, l'eau, enfin, je sais pas ce qu'il lui a dit, peut-être qu'il l'a entendu, ou alors j'ai raté un passage un peu plus tôt dans l'histoire, avant le time skip, donc avant le passage des 2 ans, là. Apparemment, le D will definitively, D will definitively make another commotion, en anglais. Donc en gros, le D va faire un autre bordel, si vous voulez. Alors, quand on dit le D, ça vient de la lettre D dans le nom de Monkey D. Luffy. Et quand on dit le D, ça veut dire les gens qui ont le D dans leur nom. Donc, ça désigne pas uniquement Luffy, ça désigne aussi d'autres personnages. Ça aurait pu désigner aussi, par exemple, le Barbe Noire. Mais bon, évidemment, ici, les questions, enfin, Law connaît donc bien Luffy, donc forcément, je pense qu'il lui fait référence à lui. Donc, ou alors tous les D vont faire un gros bordel. Ce qui est en soi le cas, ils sont plus ou moins liés un peu à tout ce qui est bordel dans le monde des pirates. Je veux dire, Marshall D. Teach, Portgas D. Ace, même Monkey D. Garp ou Monkey D. Dragon bientôt va faire son mouvement, enfin va commencer à bouger, lui aussi on ne sait pas quand. On va savoir ce que Robin d'ailleurs a appris durant ces 2 ans, enfin on le saura peut-être certainement plus tard, en tous les cas. Donc apparemment il sait que quelque part les dés ont un rôle très important et que finalement il croit un peu en ce qu'on appelle le destin. Alors certains diront ouais ben le dé de Monkey D. Luffy c'est le dé de Destiny, on sait tous, mais non c'est le dé de Dream, mais non c'est le dé. Enfin, il y a plusieurs significations ce dé on ne connaît pas. Certains même disent que le dé en fait n'est pas une question de lettres,
mais plutôt une question de dessin. C'est-à-dire que le dé apparemment serait la moitié d'une lune, et apparemment le One Piece serait la lune, ou se trouverait sur la lune, là où est allé justement Ener. Voilà, il y a tellement de théories, je vais pas toutes les exploiter ici. Et finalement, je me suis dit que c'était. J'allais faire une vidéo théorie en fait sur One Piece, mais je me suis dit que ça valait pas la peine pour l'instant, parce que j'ai pas encore assez d'éléments probants pour le faire. Dans tous les cas, alors que justement donc Law faisait confiance donc à Luffy, donc pour les deux raisons que j'avais citées, enfin pour la nouvelle qu'il a aussi citée. euh, Apparemment, je ne sais pas si Doflamingo, lui, sait ce que la volonté du dé. Enfin, je suppose qu'il doit connaître forcément quelque chose sur le sujet. Enfin, c'est un ancien capitaine corsaire, visiblement, il est aussi lié au il est donc lié au Tenryubito, tout ça. Donc peut-être qu'il a forcément connaissance. Je me demande même si les Tenryubito donc connaissent également quelque chose en rapport avec le dé. Je sais que par exemple le 5 étoiles, le Gorosei, vous savez les 5 vieux, les 5 vieillards là qui se trouvent à Marijoa, eux ils savent ce que c'est le dé visiblement parce qu'ils en ont parlé une fois. Donc je me dis que forcément Doflamingo lui aussi doit connaître un truc. Alors peut-être, je me suis dit à ce moment-là, ah, je sens qu'on aura un passage où Jordan Flamingo voit qu'il connaît des choses et qu'il va essayer de le tuer pour voir qu'il ne puisse plus jamais les lâcher. Et finalement, c'est ce qui arrive dans ce chapitre. En fin de compte, de Flamingo donc tire sur un Law qui est quasiment niqué. Je ne sais pas s'il est mort. Faut se rappeler en même temps que dans One Piece, on a eu plusieurs scènes de soi-disant morts. Je vois un mec, comme il s'appelait Pearl, je crois, dans l'arc Alabasta, là, qui soulève une bombe, qui explose, qui est censé détruire toute la ville et le mec qui survit. Bon, ok. Même chose pour Bararam. J'ai oublié comment il s'appelait j'allais dire le majordome, mais le servant là de Vivi, toujours dans l'arc Alabasta, le mec il survit à une explosion de bateau, il revient normal. Enfin, il y a plein de scènes où des persos sont censés vraiment mourir de manière évidente, et je vais y revenir d'ailleurs. Je vais y revenir dans Fairy Tail, parce qu'il y a un point très important que j'ai envie de souligner. Donc, qu'il y a des passages où des gens meurent, mais finalement ils survivent. Donc ils survivent de manière évidente. Mais bon, là en fait, la mise en scène est tellement. Enfin, la mise en scène est à ce point faite concernant la soi-disant mort de Law que je me dis finalement que c'est peut-être pas une si mauvaise chose. En soi, qu'est-ce que va nous apporter encore une fois Trafalgar Law? Bon, on peut encore se demander où, bordel de merde, se trouve son équipage. Où est-ce qu'il a foutu? Parce qu'on sait que Law, il a filé pour devenir un capitaine corsaire, il a filé, enfin chez Shibuka, il a filé 100 cœurs, je crois, de pirate. Certains se diront, ouais, attendez, 100 cœurs, c'est pas un peu les cœurs des membres de son équipage et qu'il les a tués ou un truc comme ça? Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit un homme comme ça, Law. Enfin, je pense qu'il les a gardés quelque part ou ils font quelque part pour lui, dans un autre lieu, je ne sais pas. Donc, ça me dit que finalement, peut-être Law n'est pas encore mort, il a encore des choses à dire vis-à-vis de son équipage qui va les rejoindre, je ne sais pas quoi. Bon, pour le plan final vis-à-vis du Kaido, tout ça. Bon. Enfin, Kaido, soi-disant, si c'est vraiment encore son plan. Au final, c'était vraiment de faire tomber De Flamingo. Et à ce moment-là, on peut aussi on peut vraiment se dire, est-ce que Law a vraiment essayé de buter De Flamingo? On sait qu'il avait besoin que De Flamingo reste en vie à un moment donné. Mais est-ce que alors ça le pousserait à laisser justement De Flamingo vivant? C'est-à-dire que le seul but là, ce qu'il faisait, c'est essayer de le retenir en attendant que Luffy et les autres exécutent son plan. Et je me disais, alors est-ce que Law aurait pu le vaincre s'il avait essayé de vraiment tuer De Flamingo? Alors là, je me suis dit, première chose, c'est que le pouvoir de Law, de Trafalgar Law est cheaté. Il faut dire ce qui est, qu'on combat à l'intérieur de sa rhume, on est vraiment dans la merde. Le mec, il peut se déplacer, il peut tout couper. Certains se disaient même que quand il a coupé en deux, le vice-amiral Vergo, on s'est dit, attends, il a coupé en deux grâce à son acquis, ou est-ce qu'il l'a coupé en deux grâce au pouvoir de son fruit du démon? Au final, on n'aura pas vraiment la réponse. Mais certains, et je pense aussi que c'est le cas, que c'est surtout grâce à son fruit du démon qu'il a réussi à le couper aussi facilement en deux. De la même manière qu'il coupe facilement en deux tous les autres. Et aussi, on peut aussi se dire, ouais, mais il est encore en vie, Virgo, après qu'il a coupé en deux. Donc c'est forcément son fruit du démon. Donc en grande partie, son fruit du démon vraiment ajoute un boost de puissance incroyable à l'eau. Et pour nous justifier ça, parce que je pense le Oda a forcément eu les retours de certains fans, qui dit, bon, d'accord, il faut un peu limiter un peu le pouvoir de l'eau. C'est un pouvoir très puissant, mais ça lui bouffe énormément d'énergie. Et on sait qu'entre temps, l'eau a utilisé beaucoup de fois son pouvoir. Donc, est-ce qu'il était à fond de ses capacités quand il a commencé le combat avec le Flamingo? La réponse est évidemment non. Mais il ne faut quand même pas se dire que le Flamingo, enfin que l'eau était totalement dans la merde. Donc, je veux dire, à un moment donné, l'eau n'a pas vraiment essayé de tuer le Flamingo. Il aurait pu, mais je pense que même s'il aurait essayé, il aurait perdu. Le Flamingo, il a un pouvoir. Il a déjà le haki des rois. De par ce point-là, on peut supposer qu'il y a aussi les deux autres haki. De par ce fait-là aussi, il a un fruit du démon totalement puissant, de ce fait qu'il a des fils quasiment invisibles, vraiment, qui peuvent saisir n'importe qui peuvent blesser n'importe qui, et ils peuvent même l'utiliser comme une sorte de balle, c'est-à-dire des ficelles, enfin, un fil tellement qui va en ligne droite et qui traverse comme une sorte d'épine, quoi. Je suppose que c'est plus ou moins ça sa technique stray bullet ou un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Dans tous les cas, il utilise donc ce genre de pouvoir à outrance, et en plus de ça, il peut manipuler des personnes avec ça. On peut se demander, est-ce qu'il arriverait à manipuler l'eau, mais est-ce que l'eau, même sous cet état-là, pourrait réussir à se switcher avec autre chose? Possible, je ne sais pas, on le verra certainement jamais. L'occasion ne se représentera certainement plus, donc bon, c'est une question qui reste en suspens. Dans tous les cas, je veux dire que par là, malgré le pouvoir de l'eau, de Flamingo aura toujours un avantage sur l'eau qui, au final, je pense, s'épuisera beaucoup plus vite que Doflamingo. Je veux dire, Doflamingo a l'air bien plus agressif. L'eau utilisera son pouvoir de plus en plus souvent. Il va s'épuiser plus rapidement. Et le mec sera carrément à terre. Et au final, on aura le même résultat qu'on a maintenant. Bon,
Alors après, on a un petit passage au niveau des Mugiwara, donc ils commencent à communiquer entre eux, qui disent oui, alors nous on a les gnomes, toi toi t'as les autres, toi t'as la femme, t'as Violette, t'as machin, t'as machin. Donc les forces plus ou moins se rassemblent, on a aussi les jouets, nanani, nanana, voici l'histoire. Et après on a un petit passage, donc, pour en revenir à la notion de héros, où Luffy refusait vraiment de passer pour un héros pour des raisons totalement débiles, donc liées à la bouffe. Enfin, soit, et Zoro avait aussi émis la même raison pour une autre, enfin la même chose pour une autre raison, mais qui est apparue beaucoup plus drôle dans l'anime que dans le manga. Ben, je vais pas y revenir. Dans tous les cas, ce que je veux dire par là, la notion donc de héros où le fils refusait de devenir le héros, enfin le sauveur si on veut, le sauveur de l'île des hommes poissons. Et ici, en fait, il s'improvise un peu comme le sauveur de Dressrosa parce qu'il a appris évidemment tous les secrets, enfin, en grande partie les secrets principaux de Dressrosa. Et après, on a Frankie qui, malgré tout cela, refuse de se casser de là, refuse de se casser sans se charger de réparer, enfin d'arranger un peu l'histoire de ce putain de pays. Je veux dire, c'est pas votre rôle. Vous avez une mission claire et nette. Et Luffy est en contradiction un peu avec ses paroles. Donc malgré lui, il reste un héros. En fin de compte, il a fait beaucoup de choses qui servent à beaucoup de personnes. Mais si on réfléchit bien, il les a fait à chaque fois un peu pour lui ou pour vis-à-vis d'un autre membre de son équipage. Que ce soit par exemple, il a sauvé un peu East Blue en butant Arlong, mais au final, il a buté Arlong pas pour vraiment pour sauver East Blue, mais pour sauver Nami. Et on a un peu le même truc d'ailleurs, on a un peu cette réflexion aussi dans le film Strong World, quand l'équipage de Luffy a appris euh, Shiki, que Shiki allait buter, allait détruire par exemple East Blue, entre autres, l'équipage s'est même dit, bon, est-ce qu'on va retarder notre voyage sur Grand Line pour retourner à l'Oris Blue, histoire de sauver tout ce bordel, parce que c'est notre mère patrie, enfin, soit. Et de toute façon, on reprendra après le voyage. On reprendra le voyage. Et ils ont tous dit oui, pas de problème. Ils ont tous fait leur sourire, évidemment, en se disant, ouais, on est des cons, mais on assume. Bref. Donc, encore une fois, c'est pas un truc nouveau. Mais, vous voyez, à quel point que parfois, One Piece, sur les intentions qu'ont certains personnages effectué d'autres actions, par exemple, sauver Alabasta, en fin de compte, c'était aussi pour aider leur ami Vivi. En fin de compte, c'était pas tellement pour sauver Alabasta. C'était vraiment pour aider leur ami Vivi. Et entre autres parce que bon, c'était un Shishibuka et que je pense qu'il y avait aussi un côté où Luffy voulait montrer qu'il était bien plus fort qu'un Shishibuka. Qui de toute façon les menaçait eux aussi. Euh, dans tous les cas, dans tous les cas ce que je veux dire par là, c'est que parfois Oda cherche des raisons, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des pirates. Donc en fin de compte, c'est pas non plus des héros. Et Oda essaie de garder la dimension pirate des Mugiwara, mais se retrouve un peu parfois dans le dilemme du mais il ne faut pas oublier que c'est un héros de shonen. Un héros de shonen et un pirate. Au départ, on a un perso qui est censé être anti-charismatique. Enfin, ouais, un héros qui, à la base, est un pirate, un méchant. Mais dans l'histoire, en fin de compte, on nous présente clairement, par exemple, la marine, qui est censée être les gentils, car les pirates, comme étant les vrais méchants. Enfin, ça dépend. On a des différences de perception, parce qu'on a des gentils marines aussi, mais et on a des méchants pirates, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a des méchants pirates et on a des gentils pirates, et on suit les gentils pirates qui combattent des méchants marines, mais parmi les méchants marines, il y a aussi des gentils marins. Enfin, des gentilles personnes qui font partie de la marine. Donc, on se retrouve parfois donc, dans ce petit problème. Et Oda, j'ai l'impression parfois, arrive pas vraiment à situer en fait la position de Luffy. Un pirate, en fin de compte, voilà, c'est un pirate, il vogue librement. En fin de compte, parce que ce qui est la définition de pirate pour Luffy, en fin de compte, c'est pas vraiment, par exemple, voler des trésors, c'est surtout être libre. Une conception et une sorte de rêve qui lui a été transmise par Sabo, qui lui-même rêvait de liberté, mais qui a été tué entre autres. Un rêve qui a été aussi partagé par Ace, mais qui lui s'arrêtait en cours de route, malheureusement, et qui a essayé de plus ou moins faire vivre le rêve d'une autre personne, Barbe Blanche, avant le sien. Luffy, lui, a regardé ses priorités. Je dis pas que ça lui a coûté la mort, mais entre autres, oui, parce qu'il n'était pas avec Barbe Blanche, peut-être que et il serait encore en vie, je ne sais pas. Dans tous les cas, je veux dire que Luffy, lui, donc, a gardé son rêve de pirate, c'est-à-dire être vraiment libre. Et justement, en atteignant le One Piece, en se déclarant lui-même roi des pirates, il sera la personne la plus libre du monde. Et donc, entre autres, il ne fait pas non plus vraiment tout cela pour lui. Il fait aussi, en quelque part, cela en mémoire de Sabo. Vous voyez, c'est un passage, c'est un élément très important parce que je me suis dit, quelle est la véritable motivation de Luffy? Je veux dire, c'est bien beau de vouloir être roi des pirates, mais il y a forcément une autre raison derrière. Et c'est pour ça qu'on a vu notamment toute son enfance. Parce que avant même, enfin, c'est vrai qu'il a rencontré aussi, avant tout cela, il avait rencontré donc Shanks, qui était aussi un pirate, et Luffy, en admiration pour Shanks, il est devenu. Mais au-delà de vouloir être vraiment un pirate, il y a aussi d'autres raisons. Et quand on voit, par exemple, au début du voyage de Luffy s'adresse à Sabo en disant qu'il devait le regarder, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, il s'adresse à Sabo. Donc, franchement, tout ce que fait Luffy, c'est vraiment. Et c'est d'ailleurs étrange qu'il n'a jamais mentionné, mais bon, Luffy n'est pas vraiment pipelette, si on veut, concernant son passé. Et par exemple, il savait que et c'était le fils de était le fils de Goldie Roger, mais pourtant il a jamais dit. Un élément incroyable parce il est fasciné par ce mec et pourtant il n'a jamais mentionné que son fils c'était Ace qui était son frère qui est à côté d'eux tranquille pendant l'arc Alabasta. Enfin bref. Bon, donc vous voyez plus ou moins ce que je veux dire par là qu'en gros les Oda parfois
essaie de repositionner Luffy quant à son statut de pirate, et en même temps essaie de caler par là, essaie de concilier ça avec le type héros de shonen qui est censé être en fin de compte un héros qui aide les gens, sauve les gens avec des bonnes valeurs. Vous voyez. Bon, évidemment, il y a des exceptions à ce statut de héros de shonen qui progresse, tout ça, parce qu'on a par exemple Kira dans Death Note, qui en fin de compte, lui, agit, c'est vrai, pour une conception de justice, mais qui, au-delà de ça, tue des gens. Bon, je ne vais pas parler de Death Note non plus, qui est un excellent shonen, malgré ce qu'on dit, hein, c'est un shonen, c'est un shonen. Enfin, catégorie un peu plus à part, qui ne se rapproche pas tellement de shonen, mais qui reste quand même dans la catégorie shonen, pour moi. Bref, après ça, donc après le combat donc de Flamingo, le mec qui se fait totalement dominer. Après ça, on a après le passage où celui-ci donc se retrouve quasiment mort devant donc Luffy. L'armée, la marine qui d'ailleurs attend d'ailleurs Fujitora, je me demande ce qu'il attend lui-même. Franchement, il pourrait intervenir lui-même, que tout serait terminé, il invoque un petit météore, et voilà, de la même manière que Naruto dans Madara pouvait invoquer un météore pour finir tout le monde en un coup. Mais bon, certains diront ouais, mais il pourrait blesser le Jubi. Enfin bon, je vais pas y revenir non plus, on va aborder Naruto dans quelques instants. Bon, après le petit coup de gueule, enfin le petit passage bien triste de Frankie qui lui se refuse à laisser Dressrosa à son sort et que tout le monde se met d'accord pour le sauver, on a le soi-disant meurtre donc de Trafalgar Law. Alors comme je l'avais dit, évidemment c'est un meurtre qui pour moi n'est totalement pas crédible. Franchement, il y a encore beaucoup de choses que celui-ci doit nous dire. Mais s'il meurt maintenant, on se retrouvera avec les Mugiwara qui vont devoir exécuter le plan pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, en fin de compte, si Law crève, le fils, s'ils poursuivent le plan, ils se retrouveront eux-mêmes dans la merde et vont devoir eux-mêmes gérer tout seuls. Alors que d'abord c'était une alliance, mais bon, une alliance avec Mugiwara et à côté Law tout seul. Donc je suppose que Law avait d'autres mecs derrière lui avec lui qui étaient censés les aider. C'est pour ça que pour moi il est pas mort et qu'il doit encore nous dire blindé de choses. Et de toute façon il y a Chopper qui est pas loin, il va le sauver, je ne sais pas. Ou alors c'est une illusion, non je pense pas. Bref, donc ça c'était pour One Piece. Pour le prochain chapitre, je m'attends justement à ce que Law se relève ou survive encore un peu, ou revienne quasiment en mode HS et restera sur le bateau à dire tout ce qu'il faut faire pendant que les Mugiwara, eux, s'activent. Bref, ça c'est pour la semaine prochaine. Et sur ce, j'espère qu'on aura justement un chapitre un peu plus porté sur le combat. Parce que, encore un autre truc, c'est que les gens, malheureusement, n'aiment pour l'instant pas tellement les événements qui se passent après le time skip des 2 ans. À part pour l'instant, par exemple, sur l'île des hommes poissons, c'était chiant. Honnêtement, soyons clairs, c'était un des pires arcs de One Piece, pour moi. Après, on a eu celle avec Kaiser Clone sur l'île. Et là, c'était un peu bof bof. C'est un passage, voilà, on a un petit méchant, on a deux, trois alliés, c'est tout. Après, on a eu Dressrosa où les éléments commencent vraiment à se confirmer, on revient vraiment dans le train de l'histoire très important. Et là, c'est cool. Et beaucoup de gens critiquent malheureusement que justement les arcs après euh, le passage des 2 ans critiquent que ces arcs sont un peu trop plats. Enfin, pour l'instant, Dressrosa, ils sont d'accord avec. Mais pour les deux premiers, par exemple, c'est assez plat. Et c'est pas à la hauteur, par exemple, de la grande guerre sur Marineford, tout ça. La bataille de Marineford, même sur Impel Down, Ennis Lobby, ça vaut pas ça. Mais il faut aussi se rappeler, et si je m'adresse à ces gens-là, que faut pas oublier que One Piece, à la base, c'est pas uniquement des arcs super épiques avec des grandes guerres et plein de milliards de persos, c'est aussi des petits arcs. Au début de One Piece, on a eu pour plusieurs centaines de chapitres. Hein. On n'était même pas sur Grand Line qu'on avait déjà plein d'arcs comme ça. On avait, je sais pas moi, sur l'île de Usopp, celle de Nami, on a eu l'arc vite fait avec Zoro, on a eu celle de Sanji. Ça, c'est des petites histoires qui ressemblent quasiment à celles qu'on a maintenant, qu'on a eu au début, après le passage des 2 ans. Et à ce moment-là, One Piece était déjà très sympa. Et ça, c'est l'essence même de One Piece. C'est comme ça que ça a commencé. Évidemment, en progressant dans l'histoire, on rencontre plus de persos, les événements se poursuivent, on a forcément à un moment donné des grosses batailles, mais One Piece, c'est pas uniquement ça. One Piece, c'est aussi des arcs, des petits arcs, des petites aventures avec relativement peu de méchants. Le problème, évidemment, c'est qu'on a beaucoup de gentils, donc c'est assez compliqué parfois de reléguer tous ces persos à différentes tâches sans forcément leur attribuer des combats. On garde les combats pour Luffy, Zoro, Sanji, vite fait, et deux ou trois copines après. Bon. Et donc, je veux dire par là qu'en gros, One Piece, c'est pas uniquement ça, et qu'il ne faut pas vraiment se dire que One Piece, c'est uniquement des batailles épiques. On adore ça de One Piece, c'est ça qui est cool, et c'est ça qu'on aimerait toujours, mais c'est pas uniquement ça. Bref. Alors, ça c'était pour One Piece. Alors, vous voyez à quel point j'aime bien, au final, malgré ce qu'on peut penser, je n'ai acheté aucun tome de One Piece. Et je vous le dis maintenant, je n'ai jamais acheté un seul tome de One Piece. Pour la simple et bonne raison que One Piece, à la base, je l'ai découvert, en fait, en animé. Je l'ai découvert bien tard, je me souviens, c'était il y a plein d'années, j'avais 2 semaines de vacances, et en fait, j'avais vu un épisode de One Piece. Je me suis dit, bon, on va regarder la suite. Et au final, j'ai passé mes 2 semaines de vacances de Pâques à regarder tout, jusqu'à l'épisode 300, 320, un truc comme ça. 300, je pense, ouais. Ouais, à l'épisode 300 environ. Et je m'étais arrêté là. Et depuis, je regarde tous les jours. Puis après, il y a eu malheureusement la petite rupture avec moi qui était le passage de 2 ans sur les mises en poisson. Après, j'ai arrêté de suivre. Et encore aujourd'hui, j'ai arrêté de suivre. J'attends juste que l'anime rattrape, par exemple, le passage sur Dressrosa pour recommencer à regarder. Au contraire des autres animés, justement, comme même Naruto, par exemple, et, euh, et
Et Fairy Tail, par exemple, bon, lui, ça s'est arrêté, donc c'est pas vraiment sa faute. Mais je suivais ses animés. Et personnellement, l'animé de One Piece, pour moi, était très sympa au début, mais finalement, sur des arcs, justement, un peu plus courts, je trouve que ça monte vite fait ses limites, et je trouve même que, je sais pas, ça a perdu une certaine saveur que ça avait avant. Bon, en même temps, c'est difficile d'égaler vraiment l'intensité qu'avait un arc comme la bataille à Marineford, mais bon, voilà, c'est un ressenti, on n'y peut rien. Bon, maintenant, pour ce qui est de Naruto. Pour ce qui est de Naruto, alors, après, voilà, quoi, je veux dire, qu'est-ce qu'on a appris, et qu'est-ce que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, dans toutes les vidéos que je fais, depuis que j'ai commencé cette chaîne, dans tous les chapitres de Naruto que je traduis, enfin que je commente, à chaque fois, on a ce passage avec Toby où je fais la leçon de Toby. Et en revoyant mes vidéos, je me dis, putain, mais Gonzalo, t'aurais dû fermer ta gueule et le dire une seule fois et puis le dire après. Mais non, la manière dont ces chapitres se présentent me pousse à le répéter à chaque fois. Mais Toby est un méchant de merde. Et Toby est un méchant qui a gâché son potentiel. Il aurait pu avoir un potentiel sympathique en lui enlevant la dimension Rin. Si on lui avait amputé ce petit passage, j'aurais trouvé ça bien. Le fait de, évidemment, le mentionner aurait été sympa. Le fait de dire, oui, Rin est une autre des preuves. Rin est une preuve, encore une des preuves qui m'a poussé à faire ça. Et je veux dire, alors que, justement, Toby l'avait dit à un moment donné, que Rin n'était pas la véritable raison pour laquelle il a fait cette guerre. Et ce qui, en fin de compte, est peut-être vrai. Mais, on peut voir à quel point il pense tellement de fois à Rin. Je veux dire, mec, t'es un adulte, tu penses encore à une gamine de 4 ans, il faut pas exagérer. Je veux dire, non, le mec il pense tellement à Rin, au final je me dis, mais en fait si, c'est Rin qui t'a obligé à faire cette guerre, et tu le dis encore dans l'avant-dernier chapitre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on peut se dire, mais alors qui est le vrai méchant dans l'histoire? Est-ce que c'était Madara? La réponse est oui. Mais on peut se dire, oui, mais Madara on le connaît que depuis quelques chapitres. Eh ben non. Il ne faut pas oublier qu'au-delà d'être Toby, il s'est présenté comme étant Madara Uchiwa. Et le fait de se présenter comme Madara Uchiwa, c'est aussi dire que toutes les qu'il a causées, il le fait en son nom. Et le faire en son nom, c'est une très bonne chose par l'auteur. C'est-à-dire qu'il garde en même temps l'aura, l'ombre d'un personnage qui est normalement décédé, et au final, il est vraiment décédé. Mais au final, il se fait passer pour une autre méchant. Et au final, on se retrouve avec une généalogie des méchants. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a eu Sasuke, qui a été endoctriné par Orochimaru. Orochimaru, on le met de côté. Après, il a été repris et endoctriné, enfin, vite fait aussi endoctriné par Itachi Uchiwa, qui l'a un peu manipulé vis-à-vis de la haine, tout ça, qui est un peu le déclencheur. D'ailleurs, Itachi qui a fait une grosse connerie à ce moment-là, il a regretté et il s'est demandé pardon. Mais bon, ça. Donc après, Sasuke il s'est fait endoctriner par Toby. Toby qui s'est présenté comme étant Madara Uchiwa, mais au final, c'est pas Madara Uchiwa. Et même Toby lui-même s'est fait endoctriner par Madara Uchiwa. Donc au final, Sasuke, le meilleur ami Naruto, qui l'a poussé à le poursuivre. D'ailleurs, la poursuite la plus longue pour un copain, parce qu'au final, Naruto, en voulant rechercher son copain, a dû affronter toutes les conneries du monde pour pouvoir le retrouver. Soit. Donc Sasuke s'est fait endoctriner par Toby, alias Madara Uchiwa, qui, Toby lui-même, en étant Obito Uchiwa, s'est fait endoctriner par ce même Madara Uchiwa. Madara Uchiwa qui était considéré comme étant mort, Madara Uchiwa qu'on a vu, même qu'on a retrouvé Sasuke tout au début dans l'arc enfin dans la partie Shippuden, on a eu la connaissance du nom de celui-ci. On l'a répété plusieurs fois. On a même revu Jiraiya l'a même cité lorsqu'il parlait lors de l'arc où il arrivait combattre Pain. Et au final, on se dit, mais alors, on peut se dire que le méchant final, celui qui est la cause de tout ce bordel, c'est Madara Uchiwa. C'est tout. C'est tout, malgré le fait qu'il a apparu véritablement, physiquement, que récemment dans l'arc de cette guerre, son ombre, ses intentions, vis-à-vis même Zetsuna, tout cela est apparu à travers sa propre personne. Et je veux dire, alors que, on peut se dire, alors techniquement, que le vrai méchant final, c'était vraiment Madara Uchiwa. Et qu'on s'est tous dit, mais Toby, alors ça allait être le méchant final. Et ben non, le véritable, c'est Madara Uchiwa. C'est lui qui a causé la rupture Uchiwa-Senju. C'est à cause de lui que Kyuubi est revenu finalement. C'est à cause de lui qu'il a endoctriné le pauvre Obito qui aurait pu revenir au hôpital. C'est à cause de lui que toute cette haine dans le monde des ninjas existe encore. C'est à cause de enfin, voilà, c'est un peu à cause de lui que tout se passe. Et alors, c'est pour ça que je m'attends à une interaction très spéciale entre Sasuke qui va peut-être faire maintenant, à son tour, une lecture, enfin une Sasuke tardisation, enfin de la même manière qu'une Naruto tardisation, mais à Madara Uchiwa. Ce que je n'espère pas, mais je m'y attends. Je commence à me préparer parce que récemment, j'ai commencé à baisser un peu mes attentes concernant certains scans pour éviter d'être déçu et pour au final lire, en gros, un scan, pour lire bêtement un tome de manga, par exemple, bon là je tiens Fairy Tail, mais c'est pour une bonne raison, pour lire un scan d'un manga sans vraiment me casser la tête. Je veux dire, oh il a fait ça, bon c'est pas grave. Oh il a pas fait ça, bon c'est pas grave. Voilà. Je veux dire en gros, rien n'est grave. Voilà. C'est bon, je lis sans vraiment me casser la tête. Comme ça, je ne suis pas déçu. Je ne peux être que surpris. D'une bonne façon ou d'une mauvaise façon, ça, c'est pas important. Bref. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que au final, le vrai méchant, c'était Madara Uchiwa, qui est un peu possédé par le pouvoir des cieux. Et je veux dire, si on veut régler le compte des Uchiwa, putain, mais rendez-les aveugles. Rendez-les aveugles. Ou alors que l'arbre reprenne tout le chakra qu'il a pris de ce connard au final, c'est ce que je me suis dit d'ailleurs quand j'ai vu le dieu arbre, le The God Tree, l'arbre des dieux. Quand je me suis dit quand il est apparu, je me suis dit, ah, on a peut-être une solution pour mettre définitivement fin à la guerre. C'est-à-dire que de faire disparaître le chakra. Bon, ça n'enlèvera pas évidemment la notion de guerre, évidemment, parce qu'on a avant que le chakra, la notion de chakra existe, il y avait déjà des guerres. Mais en tout cas, ça limitera en tout cas tout ce qui est biju, puissance, biju dama, explosion, ninjutsu, machin. On se limiter juste à des combats avec la lance ou des shurikens, c'est pas si mal que ça. Bon,
Mais après, je me suis dit que ça montrait vite fait ses limites et qu'au final, ça changerait pas grand-chose de mentalité. Au final, il faut vraiment que tout le monde comprenne qui étaient les méchants, pourquoi ils ont été les méchants. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que toute l'Alliance a eu les flashbacks de Hashirama quant à la première réunion des Kage à l'époque, le tout premier Kage. C'est pas pour rien. C'est pour que tout le monde se rende compte que vraiment les, euh, les disputes, tout ce qui était au niveau pouvoir, ça remonte vraiment à l'essence même du monde ninja. Et que finalement, Hashirama, tout comme les autres Hokage, ont une part de responsabilité très importante au-delà de celle de Madara Uchiwa, dans tout ce qui se passe dans le monde ninja, dans le monde de Naruto. Tout cela, franchement, n'a été causé que par une querelle qui remonte, une querelle vraiment loin, de la même manière, d'une querelle digne de Caïn et Abel presque. Enfin, bon, c'est une référence biblique, oubliez ça. Enfin, je veux dire par là que tout ça revient à une querelle Senju Uchiwa qui revient à l'ermine Rikudu. Alors au final, on peut se dire, mais qui pourrait mettre fin à une telle bataille? Bah, c'est le Rikudu lui-même. Rikudu qui est la réincarnation de Naruto. Je ne sais pas si vous voyez le symbolisme un peu qui essaie de faire, je sais pas, peut-être, passer Kishimoto dans son histoire. Parce qu'en fin de compte, Naruto, c'est un éternel recommencement. On a eu le troisième guerre ninja, maintenant on a une quatrième guerre ninja, on a eu les trois Sennin, on a eu les trois nouveaux Sennin. Voilà, on a eu l'ancien Rikudu, maintenant on a le nouveau Rikudu qui est Naruto, visiblement. Enfin, la véritable représentation de Rikudu. On a eu le faux Rikudu à travers Tobi, et même maintenant Madara Uchiwa, et vite fait peut-être Tobi. Ouais, pardon, Tobi, je veux dire Danzo. Donc on a eu différents, enfin, parce que lui il a essayé de récupérer les pouvoirs, mais bon, il s'est un peu merdé. Bref. Et aussi, vite fait, Kabuto, qui s'est lui-même présenté comme le mec étant le plus proche du Rikudu. Pour moi, le Rikudu Sennin, est un être qui possède en lui tous les bijoux. Un être qui possède le mode Sennin. C'est un truc que les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais pour moi, il n'est pas appelé l'ermite Rikudu pour rien. À mon avis, c'était véritablement un vrai ermite. Peut-être à la base, c'est lui qui a créé l'art des ermites et qui au final s'est divisé en trois branches, celle des serpents, des limaces et celle des crapauds. Et je veux dire, il avait certainement des cernes comme l'avait Naruto par exemple, en mode Sennin, enfin, ou un truc qui ressemble de manière similaire. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit pas le haut de son visage, on a vu le bas. Bref. Donc en gros, et c'est peut-être pour ça, un mélange des cornes. Vous voyez, parce qu'on regarde l'aura, enfin qu'on voit l'apparence du Rikudu Sennin, à chaque fois on voit qu'il y a une sorte de petite corne. Vous voyez, de la même manière que le mot ermite des serpents, il y a des cornes qui ressemblent à celles d'un dragon. Alors lui, il avait certainement deux cornes, de la même manière que Kabuto en avait. Et attention, il avait certainement aussi les cernes des l'ermite de crapaud comme celle de Naruto. Alors maintenant, il reste aussi le trait de l'ermite, parce que bon, il a aussi plein de trucs. On ne sait pas à quel point, évidemment, le haut de son visage est certainement colorié vis-à-vis de certains traits du mode ermite, comme celui d'Hashirama, qui est certainement le mode ermite des limaces. Mais, je veux dire par là, certainement que tous les modes ermites étaient ressemblés donc en celui en Rikudu Sennin. Voilà. En plus de ça, il avait aussi le troisième pouvoir, c'est-à-dire celui des yeux. Celui des yeux avant le ring, c'est-à-dire le Rinnegan. Alors certains se diront, est-ce qu'il avait le Rinnegan avant cette recellée de Jubi ou après? Seulement, il a obtenu le Rinnegan après cette recellée de Jubi. Franchement, pour moi, c'est ça. Je me suis même dit à un moment donné, mais attends, la lignée des Senju et des Uchiwa proviennent en fait la lignée donc des Uchiwa, euh, des Uchiwa est une lignée qui descend en fait du pouvoir de Jubi et celle des Senju qui descend du pouvoir du Rikudu, selon moi. Et vite fait celle des Uzumaki, vu que c'est la même branche liée à celle des Senju. Donc pour moi, c'était une théorie que j'avais élaborée pour dire un peu vite fait, on a le pouvoir maléfique, celui des Uchiwa, avec le pouvoir de leurs yeux, parce qu'on voit bien vite fait que Jubi lui-même a une sorte de Rinnegan mêlé à une sorte avec les virgules, qu'on appelle ça d'ailleurs les tomoe, on appelle ça des tomoe, les petites virgules là qu'il y a dans les yeux, tu vois, donc les tomoe sur un Rinnegan, et ça c'est pour moi une preuve que finalement le pouvoir des Uchiwa descend pas vraiment du Rikudu, mais descend au final du Chubi, voilà, et que le véritable pouvoir du Rikudu est descendu en celui des Senju quant à leur vitalité, tout ça. Bon, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que là, on se retrouve à la fin de Naruto, parce que l'auteur a déclaré qu'on se retrouvait maintenant vraiment dans l'arc final. Il a déclaré ça après la mort de Tobi. Donc, on comprend maintenant la bataille contre Madara Uchiwa comme étant justement le dernier arc. Mais, je veux dire aussi par là que peut-être, il a dit ça peut-être un peu trop tôt. Donc, après la bataille contre Madara Uchiwa, on se retrouvera dans le dernier arc, c'est-à-dire celui qui posera finalement, j'espère, Naruto Sasuke pour une raison que je ne connais toujours pas, qui sera certainement débile. On sera tous déçus, mais au moins on aura le combat. De la même manière qu'on a été déçus, par exemple, dans le film de Dragon Ball Battle of Gods, de pas avoir les combats dignes à la Dragon Ball de l'époque. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est bien beau d'avoir un film, mais il faut aussi respecter un peu faut un peu respecter les fans de shonen qui aimaient bien la fight. Donc ici, pour la bataille Naruto Sasuke, au final, peu importe la raison, on sera quand même satisfait, parce que justement, il y aura juste un combat bien cool. Mais on peut se dire aussi, est-ce qu'il sera bien cool? Parce que là, Naruto surpasse de toutes les manières Sasuke. Excuse-moi, mais Sasuke, il fait pas le poids là. Sasuke, c'est comme si je posais par exemple Shoji je sais pas moi, à Pain. Enfin, bon, je vais pas exagérer à ce point-là, mais quand même, je veux dire ça, c'est complètement dégueulasse. Bon, alors maintenant, un autre point qui, pour moi, me semble très important, c'est évidemment le chapitre. Non, mais dans ce chapitre, en gros, ce qui se passe, en grande partie, c'est que, à part au-delà du fait qu'on a la réalisation donc, de Toby, parce qu'au final, il faut bien vraiment aborder le chapitre, au final, qu'on a le fait que Toby, enfin, que Obito se rende compte de ses conneries, qu'ils disent que peut-être Naruto avait raison, que nanana, et durant la lecture de ce chapitre, je ne sais pas, j'étais dans un état un peu étrange. Vraiment étrange. Pourquoi? Et je pense que vous aussi vous êtes rendu compte, et vous avez certainement une pensée pour moi.
si vous avez suivi mes vidéos, à un moment j'avais cité que si à la fin de la guerre, Toby utilisait le Rintense pour sauver tout ce qu'il a tué durant la guerre, j'arrêtais le manga. Et j'étais vraiment prêt à le faire. Je me suis dit, oh non, oh non, oh non, non, me fais pas ça. Non, me fais pas ça. S'il te plaît, ne ressuscite pas tous ceux que tu as tués. Ne ressuscite pas Neji. J'aime bien Neji, c'est un personnage qui déchire sa race. Mais pour l'histoire, il fallait qu'il reste mort. Tu ne fais pas ça. Me fais surtout pas ça. Déjà que t'as pas vraiment tué beaucoup de gens au niveau perso principal, maintenant si tu dois aussi ressusciter les random ninjas, non. Et heureusement, j'ai été très satisfait de voir que finalement Madara Uchiwa a vraiment assuré sa place de véritable méchant en manipulant Toby de la même manière qu'il allait le faire juste avant que celui-ci devienne le Jinchuriki de Joby, qu'il a manipulé Toby vis-à-vis de avec Black Zetsu, enfin le Zetsu noir, pour pouvoir utiliser le Rintense, non pas pour l'Alliance, mais pour Madara Uchiwa. Et ça, je trouve ça très stylé. Madara Uchiwa s'est vraiment posé comme les gens. Mais quelque chose, je me suis dit à un moment, attends, il y a quelque chose que j'oublie. Ah oui, c'est vrai, Madara Uchiwa n'est plus immortel, il n'a plus de chakra illimité, mais qu'est-ce qu'il va faire alors? Parce que je veux dire, en fin de compte, il est revenu à la vie, mais il y a plus de désavantages en étant revenu à la vie qu'à d'avantages. Maintenant, il va devoir affronter des armées qui eux-mêmes sont, bah, justement, les Kage déjà, ils sont immortels. La seule manière de buter justement les Kage revenus à la vie, c'est utiliser le Hunmyodon, je sais pas quoi, la substance noire qu'utilisait déjà Jubito. Mais Jubito, c'est Jubito, il avait tous les bijoux en lui. Alors, à un moment donné, on s'est dit, alors, parce que Madara, la seule raison pour laquelle Madara va revenir à la vie au final, c'est pour devenir le Jinchuriki Jubi. Mais il a bien vu que de toute façon, tous les bijoux sont extraits. Alors, est-ce qu'il va nous sortir une technique encore secrète digne du Rikudu, machin truc, pour tous les sceller sans devoir se casser le cul? Peut-être, peut-être pas. Mais ça ferait vraiment doublon si on doit maintenant. S'ils vont tous, à peine ils sortent, ils vont se refaire receller. Mais non, c'est pas. Non. Forcément, il va se foirer dans son coup. Et je m'attends limite même à ce qu'à un moment donné, Madara fasse ouais, je suis revenu à la vie. Ah merde, je suis plus immortel. Voilà. Je me demande même s'il n'y aura pas une réalisation comme ça à un moment donné. Enfin, pour l'instant, je vois mal comment Madara, parce que là, Madara, il est seul contre le monde entier. Je veux dire, tout le monde maintenant, et tout le monde est allié. Je veux dire, il n'a plus aucun allié, Madara. Il n'a plus aucun allié. Ou alors, il va manipuler peut-être Sasuke, je sais pas. Non, non, je sais pas. Ou alors, peut-être qu'il va contrôler, peut-être qu'il va contrôler alors tous les anciens Kage avec des parchemins, des kunai, comme l'avaient fait les autres. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais peut-être qu'il va le faire. Peut-être. Peut-être. C'est la seule manière que je vois, en tout cas, c'est la seule manière que je vois. Parce qu'au final, tous les Dotensei ont été des ennemis. Alors pourquoi pas les Kage? Je m'attends vraiment à ce que Madara maintenant contrôle tous les anciens Kage pour qu'ils se retournent eux-mêmes contre l'Alliance. Et combattre Madara Uchiwa et Hashirama Senju, c'est peut-être limite pire que combattre Jubi. Parce qu'eux-mêmes, ils vont pas se retenir. Enfin, maintenant, Madara Uchiwa donc, est en vie, pas de chakra limité, donc au final, il sera capturable. Je pense et j'espère. Enfin, maintenant, si nous sommes maintenant son perfect Susanoo, et qu'après, on a à côté Hashirama Senju qui sort évidemment son invocation avec les 1000 bras, là, il s'est foutu. Faut dire ce qui est, même Naruto, il pourra pas faire grand chose contre ça, il est déjà dans la merde, les deux, Madara il contre le Mokuton, Shirama Senju aussi contre le Mokuton, ils sont un peu dans la merde, quoi. Ils peuvent rien faire. Bon, non, j'espère évidemment que je me trompe. Parce que tout ce que je veux, c'est que cet arc termine et que Naruto se termine. Parce que malgré le fait que j'ai été soulagé de voir que le Rintense n'a pas utilisé pour l'Alliance, ça ne m'empêche pas de dire que finalement cette guerre est une grosse merde. Cette merde a duré, enfin cet arc-ci, qui est censé être le dernier gros arc principal de l'histoire, c'était la vraie merde. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répète et je le redis encore, c'était de la grosse merde. Ça a été bourré de fanservice, trop de fanservice. Et au final, on nous amène beaucoup de persos qui étaient peut-être stylés au moment où on nous a présenté, mais au final, ils n'ont pas fait grand-chose. Kimimaro, par exemple, j'adore ce perso. Ils m'ont ramené, mais pourquoi? Juste pour occuper des petits trucs. Ils auraient pu tout bêtement ne pas les ramener. Ramener peut-être limite les Jinchuriki à la vie, ça d'accord. Ramener peut-être vite fait Madara Uchiwa, ça d'accord. Les anciens Kage, ça d'accord. Mais pas des ninjas random comme Azuma, le père de Neji. Ça sert à quoi ça? Le père de Neji même, on nous présente, je pense même qu'en fait, au final, Kishimoto, il avait plein d'idées, mais visiblement, il s'est dit non, c'était de la merde, mais je peux plus me débarrasser, c'est publié, maintenant je peux plus rien faire. Et voilà, c'est tout. C'est pas pour rien d'ailleurs que Kabuto a été le premier des trois grands méchants, c'est-à-dire entre Madara, Toby et Kabuto. Kabuto était le premier à tomber parce qu'il voulait se débarrasser vite fait des autres random zombies le plus vite possible. Et justement, Kishimoto s'est vraiment merdé sur ce coup-là. Il nous a fait un arc inutile. Par exemple, un petit passage inutile, un petit passage inutile, enfin un gros passage inutile avec Azuma et les autres. On a compris, ça y est, on sait que Shikamaru, Ino et Shoji, c'est plus des gamins, on le sait, après l'arc de la mort de Azuma, on a compris que c'était devenu des adultes responsables qui sont des vrais ninjas. Ça sert à rien maintenant de ramener encore une fois Azuma juste pour que celui-ci soit sûr et voit ça. On sait ça. Est-ce que dans tous les mangas, on a besoin de ramener des morts à la vie pour qu'ils se rendent compte des progrès de ses disciples? Non, on n'a pas besoin de ça. On suppose qu'ils les voient depuis le ciel. Et ça, c'est vraiment la grosse erreur de Kishimoto. Ça nous a ramené des persos qui, au final, n'ont pas changé grand-chose. On perd des chapitres pour rien. On perd des passages qui auraient pu être beaucoup plus intéressants pour développer d'autres persos, pour développer par exemple Toby, parce que là c'était limite un flashback fait à la va-vite.
Parce que au final, je veux dire, ce flashback, ça se résume à quoi? Ça se résume plus ou moins au passage qu'il a fait avec Madara Uchiwa, qui était très intéressant, c'est d'accord. Après, qu'est-ce qu'on a après? On a vite fait celui où il rencontre Nagato et Yahiko, tout ça. Ok, ça peut être aussi. Et après, on a l'invasion de Konoha et tout le reste. Mais non, il y a encore beaucoup de choses. Il y a aussi celui où il installe, il installe plus ou moins le soi-disant repère de l'Akatsuki Depart dans le village caché de brouillard, où il a manipulé, le quatrième, le Yondame Mizukage, il a contrôlé ça. Il y a plein de trucs encore qu'on aurait dû nous montrer, mais qu'on nous a pas montré vis-à-vis défaut de temps. Voilà, défaut de temps. Trop de chapitres de flashback Obito, ça prend trop de temps. Et ben non, on aurait pu les prendre ces chapitres vis-à-vis d'anciens passages qui nous étaient vraiment gâchés. Bref, alors pour en revenir au chapitre, alors que vite fait Madara Uchiwa est tout content de revivre à la vie, on a après donc au final Madara Uchiwa même en zombie il fait pas le poids contre Hashirama Senju. Maintenant ça on est sûr et certain. Apparemment Madara aurait pu faire le poids si Hashirama avait pas son mode ermite, mais même avec il peut pas faire le poids. Il s'est fait vaincre. Il s'est fait vaincre comme une grosse merde. Et je m'attendais à ce que ce soit la fin de ma lecture de Naruto quand j'ai vu le Rin-Tensei. Mais heureusement je me suis dit, et quand j'ai vu Madara, je me suis dit, ah, enfin un méchant qui reste méchant. Et j'espère vraiment que celui-ci ne sera pas Narutartisé, mais vraiment éliminé, merde, c'est tout. On n'a pas besoin de faire la morale à tous les méchants. C'est bien beau et c'est cool, mais si, de toute façon, c'est le même message à chaque fois. Oui, mais tu n'as pas eu tous tes amis, et nanani, nanana, il faut croire en les autres et la paix, voilà, tu veux être Hokage, toi aussi, tout le monde veut être Hokage, bordel de merde. Alors, tout le monde veut être Hokage, maintenant ça perd de sa substance. Avant, être Hokage, c'était un rêve bien stylé et il fallait de l'audace. Mais non, tout le monde veut le devenir, même ce connard de Kiba, il veut le devenir. Putain, mais qu'est-ce que Kiba veut être Hokage, bordel de merde. Après, il a voulu être le conseiller de Naruto, limite, j'ai pas compris. C'est une grosse pute, Kiba. Limite, il va acheter les mêmes fringues que Naruto, quoi. Enfin, bref, ça. Euh, en conclusion pour ce chapitre, on aborde maintenant le dernier passage, la dernière ligne droite de cette guerre. Enfin, je l'ai déjà dit il y a plusieurs fois avant, mais cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Bref, j'espère vraiment que pour les prochains, on aura un Madara qui reste sur ses positions, qui reste le vrai méchant, parce que c'est vraiment le méchant, le dernier gros méchant. Et j'espère qu'on n'aura pas de gros détours concernant une morale, une pseudo-morale que va lui faire Naruto, ou même Sasuke. Voilà. Ça, c'était pour Naruto. Maintenant, on en vient au lourd. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je parle de ce putain de manga. Je parle de ce putain de manga qui est Fairy Tail. Je voulais taper dans le mur normalement, mais en fait je me suis dit que ça allait faire mal. Mais ça change rien. Fairy Tail. Les 2 derniers chapitres. Non, le dernier chapitre. Mais il faut que je parle du dernier. Donc on va commencer en fanfare en disant que l'avant-dernier chapitre est un super cool chapitre où on voyait donc Jackal finalement se relever et foutre un putain de dilemme à Lucie. Donc en se rend compte ce chapitre-ci c'était juste Naruto, Natsu donc qui se relève en fin de compte pour après son pseudo ownage, voilà, il s'est fait éclater par Jackal. J'étais très content de cette conclusion, je pensais qu'il allait rester à terre. Mais non, il fallait évidemment que notre bon vieux copain Hiro Mashima, avec son putain de scénario de à 2 balles, nous envoie Wendy pour le soigner pendant que Lucie, elle essaie de stopper le petit Jackal. Bon, alors à ce moment-là, évidemment, Jackal pose un gros dilemme pour le titre du chapitre qui était 2 bombes. Donc, comme je l'avais prévu, d'ailleurs, j'en étais sûr, j'en étais quasiment sûr, c'était même évident, et j'étais très impatient de voir ça, que finalement il y avait un dilemme, c'est-à-dire sauver l'un ou l'autre. Soit le vieux du conseil qui franchement me cassait les couilles, j'avais aussi envie de le taper, heureusement c'est ce qui arrivait, et donc une femme enceinte. Bon, évidemment, quoi de plus innocent qu'une femme enceinte? Ouais. Peut-être qu'elle a mitonné, mais bon, elle a eu les rondeurs. Peut-être qu'elle était grosse, hein, je sais pas, elle a mitonné. Bon, ça, pas... Ouais. Et donc Lucie s'est retrouvée face à un dilemme. Sauver soit le vieux du conseil qui était à la base de la mission de Fairy Tail et pas celui de la mission de Fairy Tail, bah en soi c'est trahir l'esprit de Fairy Tail, ou sauver la veuve et l'orphelin, enfin, soi-disant la veuve et l'orphelin, donc la femme enceinte, et aller contre l'esprit de Fairy Tail qui est sauvé, tout ce qui est un esprit très famille, donc laisser crever une femme enceinte, qu'est-ce qui est pire que trahir que cela comme acte de trahison quant à cet esprit-là. Donc, soit de sauver le vieux ou la femme enceinte. Alors, évidemment, Lucie, personnage féminin, héroïne féminine telle qu'elle est, ne sait pas quoi dire, étant donné qu'elle est un peu trop gentille, il s'est dit, mais je sais pas pourquoi tu me mets ça, arrête s'il te plaît. Limite, je m'attendais même à ce qu'elle dise, tue-moi et laisse-les vivre, ou un truc comme ça. C'est ce que je m'attendais à ce qui se passe. Enfin, c'est ce que je m'attendais comme réaction vis-à-vis de Lucie. Mais elle n'a pas vraiment réagi assez rapidement. Et qu'est-ce qu'on a au final? Natsu qui arrive. Oh, putain. C'était intéressant comme dilemme, mais je voulais vraiment voir quelle allait être la véritable réaction de Lucie vis-à-vis de ça. Mais bon, évidemment, les bonnes choses ont une bonne fin, ou mauvaise fin dans ce cas-ci. Natsu arrive et pète la gueule donc à ce petit Jackal en lui donnant un coup de coude vite fait. Et évidemment, on assommant le gars du conseil, ce qui était une bonne chose parce qu'il commençait à me casser les couilles. Déjà, sa gueule m'énervait au plus haut point. Bref. Et on a un élément très intéressant dans ce chapitre-là, c'est que Jackal parle de enchantement. Alors, je ne sais pas quelle sera la véritable traduction officielle de ça, mais apparemment, les membres du Kukimon n'utilisent pas, enfin, Tartaros, n'utilisent pas de magie, mais des enchantements. Un truc qui serait supérieur à la magie. Alors, on a eu beaucoup de choses. Dans Oration 16, on a eu des magies très puissantes. Dans Grimoire Earth, on a eu des magies perdues. Et maintenant,
on grimpe apparemment un stade encore plus grand. Au-delà des magies perdues, on a des enchantements. Alors, quelle est la véritable définition des enchantements? Je ne sais pas. On peut maintenant analyser quelle est la magie, comment se présente leur magie. Visiblement, c'est pas des magies. Enfin, ça semble comme étant des magies ordinaires. L'explosion, le vent, tout ça qu'a utilisé Tempesta. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Le seul truc différent, c'est l'histoire de malédiction. C'est-à-dire que Tempesta, c'est le fait d'être immortel, de revivre avec les particules qui détruisent les Eternano, machin. Et on a Jackal qui, lui, à chaque fois qu'on le touche, il y a une malédiction sur le mec et la partie qu'il a touché explose. Donc ça peut être ça l'enchantement, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un truc automatique, un truc qui se déclenche quoi qu'il arrive, limite une sorte de magie, enfin une sorte de magie, bref, quelque chose d'inévitable, c'est-à-dire que une magie, il faut choisir quelqu'un, il faut essayer de le toucher avec, machin. Et bien l'enchantement, je dirais même que ça se reproche presque des runes de Fried, c'est-à-dire un truc qui est limite inévitable, que quoi qu'il arrive, t'es baisé si tu déclenches le truc. Donc, ce qui est visiblement le cas. Mais bon, peut-être que je me trompe, peut-être que l'enchantement désigne autre chose encore, je ne sais pas, on verra bien. Bon, après ce chapitre c'est correctement terminé, je me suis dit, voilà, on a Natsu qui survit à la malédiction, enfin, quelques explosions ont suffi à le mettre à terre, là, il a survécu, on ne sait pas vraiment comment, au début je me suis dit, il a juste résisté, comme on résiste, enfin, il a résisté à l'explosion, vite fait, bon, pourquoi pas, au départ je me suis dit, il a bouffé l'explosion qu'il avait sur lui-même, peut-être, enfin je me suis dit, bon, c'est un mage de feu, limite, il a une certaine résistance aux explosions, je trouvais ça normal. Puis vient ce chapitre. Et ce chapitre m'a fait dire, est-ce que Fairy Tail n'est-il pas en train de s'auto-parodier ou parodier les autres shonen? Je commence à me le demander. Et si je lis maintenant le manga de Fairy Tail dans cette optique-là, finalement la lecture n'en sera que plus sympathique. Mais Fairy Tail ne s'est jamais vraiment présenté comme une parodie de manga, enfin comme une parodie de shonen, ou même une auto-parodie. Enfin, c'est assez étrange de s'auto-parodier. Dragon Ball, effectivement, l'avait fait dans l'arc, dans la saga Boo, hein, que ceux qui ne le savent pas, la saga Boo est une auto-parodie de Dragon Ball. Il faut que vous le sachiez, les étalonnages de puissance et de transformation. Tout cela est une parodie de Dragon Ball, il faut que vous le sachiez. Et si vous relisez un peu tout cela, ou regardez l'anime, je ne sais pas, à votre préférence, vous allez vous-même le remarquer. Vous le remarquerez certainement. C'est une autoparodie. Et ce chapitre, pour moi, est peut-être le début d'une autoparodie. Peut-être que Mashima, peut-être que Mashima s'est rendu compte que Fairy Tail était en fait une parodie. Que vis-à-vis de toutes les critiques qu'il a eues, ouais, mais le pouvoir de l'amitié, tu le fais souvent, peut-être que c'est une parodie. Est-ce que ce serait ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans ce chapitre, alors qu'on commençait le combat correctement, bon, on a Jackal qui a peur, bon, soit, ça enlève un peu de charisme à Jackal, qui avait l'air d'être un taré, un fou. Même par exemple, Zankro, qui avait plus ou moins le même caractère, un taré qui jouait avec le feu, explosion, soit, n'importe. Au final, quand il s'est fait vaincre, il n'a pas eu peur. Enfin, dans l'anime, en tout cas, quand il s'est fait exploser, il était en train de rigoler. Bon, ça, c'est un petit passage. Mais on voit que même lui n'avait pas vraiment peur de Natsu. Le mec, il a porté ses couilles. Il a porté ses couilles. Et même s'est fait vaincre, il était à terre, quasiment dead. Mais il a porté ses couilles, à un moment, il a pas fait mon Dieu, j'ai peur de lui, qui est-il? Mais non, il est même allé devant Natsu en le regardant droit dans les yeux en lui disant je vais te faire regretter ce que tu as dit. Là, Jakai, il a peur, limite, il pisse dans son slip. Soit. Alors, il arrive visiblement pas à buter Natsu avec la malédiction, donc il arrive à survivre plusieurs fois de suite. Bon, voilà, facilité scénaristique, on sait pas pourquoi, mais il le fait. Après, donc, visiblement, après que Jackal se fasse exploser et que Natsu utilise enfin son mode dragon de feu électrique, je veux dire, ok, là, ça va, il est forcément plus puissant que Jackal, ça, je vais pas le nier. Mais, je veux dire, la manière dont on nous amène la défaite de Jackal, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'on nous le batte, d'accord. Que Jackal se relève et se transforme en animal, enfin, en démon, je suppose, c'était sa forme démon, sa forme full démon, euh, et que l'apparence qu'on a vue jusqu'ici de Jackal est une apparence hybride intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a l'apparence, maintenant on est certain, il y a trois apparences. L'humain, la forme humaine qu'avait par exemple Silver, la forme hybride, celle que peut-être possède aussi Kyoka et celle qu'avait Jackal, et peut-être Tempesta aussi, et la forme démon, celle qu'elle nous a présentée maintenant Jackal. Visiblement, il y a trois formes, ces trois formes. Est-ce que ça change quelque chose au niveau puissance? Alors visiblement ici, pas vraiment. Enfin, peut-être vite fait, on a vu Ninatsu avoir une légère petite difficulté en plus quand celui-ci s'est transformé en faux, enfin en Jackal, oui. Soit, une petite difficulté. Est-ce que les autres ce sera pareil? Peut-être. Est-ce qu'on nous dira que Jackal était le plus faible des membres du Kukimon? J'espère que oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a au final? Jackal qui se retrouve dans l'optique de la défaite et qui s'excuse à Kyoka, je crois. Bon, okay. Et donc qui se donne l'idée de détruire toute la ville et se sacrifier, enfin, de les emmener tous avec eux. Mais je veux dire, Jackal, excuse-moi, mais la ville a été évacuée, tout ce qu'il y a c'est Natsu, Lucie, bon, super dommage, d'accord, mais bon, quand même, quoi. Bref. Il décide donc de tout faire péter. Et je me suis dit à ce moment-là, bon, c'est vrai que vu le rayon de l'explosion, c'est impossible qu'ils arrivent à s'échapper. Même avec Happy et. Même avec Happy. Même avec Happy et Charles, enfin Charles, il n'y avait pas moyen. De toute façon, ils ne pouvaient pas porter tout le monde.
Je me dis, ah, est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont nous sortir une Sasuke, c'est-à-dire qu'ils vont entrer dans une autre dimension comme lui il a fait par exemple vis-à-vis d'Aidara. Est-ce qu'ils vont rentrer dans le monde des esprits pour s'enfuir? Peut-être. Je me suis dit, ok, ça c'est une bonne solution. Et qu'est-ce que nous fait Hirobashima? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser Happy, qui va porter Jackal dans le ciel, et il va exploser avec lui. Et à ce moment-là, de la lecture, j'étais, waouh, est-ce qu'ils vont vraiment tuer un Ekshid cette fois? Pas un coup comme à la Lector, là? Eh ben non. Happy survit à une explosion qui était censée détruire toute la ville. Fuck me! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai limite rigolé, je me suis dit, non, il y a une connerie, j'ai loupé un passage dans le scan où il disait que sa magie n'avait pas d'effet dans le ciel ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'il a survécu à Pi? Une explosion. C'est un petit chat. Et le pire, il revient en souriant avec une coupe afro. Je veux dire on l'aurait retrouvé à moitié mort par terre. Je me dis, ok, peut-être. Mais qu'il revienne en souriant comme ça. Mais non, non. Mais vraiment, c'était autant dans les autres arcs, c'était limite pas fait exprès parce qu'on a le pouvoir de l'amitié, le Nakama Punch, ils battent les ronds en un coup, machin. Ok, bon, ça je pourrais accepter, ça passe. Mais là, c'est tellement gros que c'est limite une sorte d'insulte ou limite une sorte de ah bah vous voyez, moi je le fais, je m'en fous, j'en ai rien à foutre de votre avis. Qu'est-ce que tu fous, Mashima? Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, le chapitre était correct, il était même très très correct. Mais sur ce dernier point, qu'est-ce que c'était que ça, bordel? Qu'est-ce que c'était que ça? Bon, j'ai dit beaucoup de fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment? J'ai vraiment relu le scan 5 fois pour voir s'il n'y avait pas un passage que j'aurais vraiment loupé, ou limite s'il n'y avait pas une carte, enfin une page qui manquait au scan, ou en disant que tout cela est un rêve, une illusion, que sais-je, ou même que Happy allait crever de toute façon. Mais non! Le scan se termine comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous aussi, j'espère, avez été sidéré, et j'espère que vous le direz en commentaire, a été sidéré quant à cette fin de chapitre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je dis rien parce que c'est. J'ai pas de commentaire. Je sais que vous avez peut-être l'impression que j'exagère là, mais j'étais comme ça, hein. J'étais vraiment comme ça. Parce que j'ai vraiment. Je l'ai dit, je le redis, j'ai vraiment beaucoup d'espoir en ce manga. Et je ferai une vidéo d'ailleurs concernant sa place d'ailleurs dans le Big Tree. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ferai une vidéo plus tard. Mais Fairy Tail, pourquoi est-ce que Mashima, tu fais des trucs comme ça dans ton manga? Tout est parfait, mais il faut que il faut que tu mettes ta signature. J'ai l'impression que même il a essayé d'être drôle, mais ça passe pas. C'est pour ça que je me dis qu'il s'est auto-parodié. Avec le fait que Happy survive, c'était une sorte d'auto-parodie de son manga. Et moi, ça me sidère. Alors que bizarrement, le fait que par exemple dans One Piece, certains personnages qui ont l'air de mourir, comme je l'ai dit encore une fois avec Pell, par exemple dans l'arc Alabasta, le fait qu'il soulève une bombe qui est censée encore une fois exploser une ville, mais que lui-même survive, à ce moment-là, les gens n'étaient pas si sidérés que ça. On se dit, bon, ok, ça va. Mais que ce soit dans Fairy Tail, là, les gens sont vraiment, oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et c'est vrai que ça m'a surpris. Mais je sais pas, il y a une différence, hein, visiblement, que dans Fairy Tail. Ça se répète tellement de fois, qu'il y a tellement de déceptions que maintenant, à chaque fois qu'il y en a une, on le voit à 10 km. On voit le truc à 10 km qui se profile. Ah, je sens que lui, on va le montrer mort, mais qu'il va survivre. Mais putain, Mashima, t'arrives même pas à nous tuer un chat. Je sais que dans ton manga, la mascotte, c'est un peu Happy. Happy était la mascotte dans chaque manga, dans chaque shonen, vous avez la petite mascotte. Hein, vous avez une mascotte. Là, c'était Happy, visiblement. Bon, tuer Happy, c'est un peu détruire un peu cette petite part innocente qu'on avait dans le manga. Enfin, innocente. C'est vrai qu'à côté de tout le fan service, Erza à poil et son gros cul. Bon. Mais, quand même, tu n'arrives pas à nous tuer Lector, t'arrives pas à nous tuer Happy. Mais qui est-ce que tu vas convaincre après, quand tu veux nous montrer que tu as la volonté de tuer quelqu'un? Grey, tu l'as même pas tué. Machima, si tu veux nous montrer quelqu'un de mort, laisse-le mort. Et si tu le laisses mort, ne le ramène pas à la vie, s'il te plaît. Parce que les gens qui va nous faire un truc comme ça un jour ou l'autre. Je sens qu'il va. Je le dis maintenant, je sens que si un jour un personnage meurt vraiment, il nous le ramènera à la vie. Je mets Grey à côté parce qu'il n'était pas vraiment ramené à la vie en soi, les événements se sont annulés. Mais soit, je le prédis maintenant. Un personnage mourra, mais il sera ramené à la vie. Je le sens. Ça arrivera tôt ou tard et vous ne pouvez pas y échapper, vous le savez. C'est comme ça qu'est Fairy Tail. Non mais bordel quoi, ce chapitre était génial, était cool. Et pourquoi Happy dans le ciel qui explose et qui survit? Ça fait au moins 5 minutes là que j'en parle
Et le sentiment de frustration est le même et n'arrive pas à s'atténuer. Cette colère qui s'accumule à chaque fois quand vous lisez des chapitres de Fairy Tail en voyant des potentiels, le potentiel de certains combats gâchés par des one-shots, Kagura et Erza. Ce chapitre aussi rejoint pour moi les chapitres qui ont été par exemple Erza vs Kagura, les combats, l'autre chapitre Erza contre vs Azuma. Ce chapitre rejoint également Natsu contre Zero. Ce chapitre rejoint aussi même Natsu contre Sting et Rogue, même niveau de déception. Tout cela est la même. Franchement, tout cela, c'est la même connerie. Tout cela, c'est encore une fois un truc gâché par un élément, quoi. Qu'est-ce que ça aurait coûté à Mashima, par exemple, par exemple, faire une explosion, nous faire croire qu'ils étaient morts, mais au final qu'ils avaient survécu dans le monde des esprits? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait été une belle idée, une belle solution. Il nous l'a déjà fait avant, vite fait, dans l'arc de deuxième arc de Fairy Tail, là, concernant quand quand Lucie a récupéré la clé d'or de la Vierge, donc Virgo, là, enfin Virgo, euh, avec l'histoire du bouquin, Natsu a été propulsé, amené dans le monde des esprits, de la même manière que tous ses copains ont été aussi amenés dans le monde des esprits juste avant le début de l'arc du Grand Jeu Magique, ils ont été amenés là. Qu'est-ce que ça aurait coûté de Mashima de les refoutre là? Ou même de refaire par la suite un chapitre en flashback en disant ouais, on a réussi à survivre avec ça. Ah mais on a entendu une explosion, vous étiez pas mort? Bah non, je viens de vous le dire, on est allé dans le monde des esprits pour survivre. Voilà, ça aurait fait d'ailleurs une belle chose, on nous a remontré Natsu, Lucie, tout ça, morts, on nous aurait écartés pour l'instant, pour nous refixer sur des personnages un peu plus importants, peut-être comme Gagil, Mira Jane, même Kana, je ne sais pas, les autres, pour voir comment eux ils se débrouillent sur Natsu et compagnie avec leur power-up de merde, même Erza vite fait à côté, je ne sais pas. Mais non, c'est impossible. Bref, sur ce chapitre, en gros, je me montre relativement bien déçu. Alors, je ne sais pas si Mashima va essayer de se rattraper peut-être par la suite, j'espère, ou même s'excuser, parce que là, c'est une excuse qu'il nous doit. Parce que là, c'était un coup de poing dans la gueule que je n'arrive pas à digérer. Enfin, c'est difficile de digérer un coup de poing dans la gueule de toute façon, mais quand même. Bref. Donc, sur ce, c'était tout ce qu'il y avait à dire sur Fairy Tail. Je ne rajouterai rien. Je ne rajouterai rien. Bon, à part ça, donc ce que je voulais dire aussi avec ces vidéos, c'est que je remercie évidemment tous ceux qui regardent mes vidéos, ils sont très intéressés, ils sont amusés même parfois de les regarder. J'essaie évidemment de garder mon impartialité qui n'existe visiblement pas quand je lis certains scans, mais j'essaie de le faire, j'essaie vraiment. Mais c'est dur parfois de se contenir et de ne pas mêler un peu le subjectif à l'objectif. En fait, de mêler surtout du subjectif dans cette histoire, c'est quasiment impossible quand vous lisez un manga, vous avez forcément des références qui viennent vous dire à l'oreille, eh mais on a déjà fait ça dans un manga, eh mais dans un autre manga on l'a mieux fait, eh mais voilà, vous avez toujours cette petite voix qui vous dit, putain mais c'est pas possible, tu peux pas ignorer ça, tu peux pas passer à côté de ça. Bref. Donc, je reviens pour dire que oui, je vous remercie et j'espère que vous partagerez évidemment la chaîne pour ceux qui aiment bien les mangas, qui suivent éventuellement aussi les scans ou qui voudraient s'y mettre en voyant peut-être ce que je raconte a l'air intéressant et s'y dire ah peut-être que je dirai les scans aussi c'est intéressant. Et spoiler évidemment tous vos copains, parce que moi j'adore spoiler, non je déconne. Mais voilà, donc j'espère que vous appréciez ces vidéos et j'espère que les autres seront tout aussi sympathiques à regarder que l'ont été les précédentes, j'espère. Sur ce, je vous souhaite alors à tous une agréable journée. Et on se retrouvera pour des prochaines vidéos qui ne traiteront pas forcément de scan, mais traiteront parfois uniquement de manga, ou d'un manga en particulier concernant une théorie, pas uniquement celle par exemple de Natsu et Acnologia, Natsu étant égal à Acnologia. D'ailleurs je recherche quelqu'un éventuellement qui pourrait faire des sous-titres anglais, parce que visiblement il n'y a pas que des francophones qui regardent la vidéo, et j'ai reçu beaucoup de messages concernant ce truc-là. Bref, ciao ciao les gens, à plus. Ah oui au fait, si vous vous demandez où est mon bonnet, c'est parce que je l'ai paumé, mais je le retrouverai bientôt. Ciao ciao. Ziou.